Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire sur les singularités dans Axis VM. Je suis Gabrielle Muller et je suis aujourd'hui accompagnée par mon collègue M. Peter Walker qui répondra à vos questions que vous pouvez poser à partir de l'application GoToWebinar. Voici le modèle que nous allons étudier aujourd'hui. Ici, quand je lance le calcul statique, j'ai un message d'erreur qui me dit qu'un des éléments linéaires a des articulations définies au nœud libre. Je peux alors regarder le numéro de la poutre qui a ce nœud libre, et quand je dis OK, le programme me sélectionne la poutre en question. Ici, c'est assez facile, je peux la voir ici sur la gauche, mais si c'est un peu caché dans le modèle et je ne sais pas comment la trouver, je peux utiliser l'outil en bas à droite, afficher uniquement les éléments sélectionnés, pour pouvoir voir directement où ça vient. Je change maintenant de vue en vue ici en ligne cachée. Et effectivement, ici, en regardant ma colonne, je vois qu'elle a besoin d'un podologue parce qu'elle n'a pas d'appui en bas. Il n'y a pas d'appui défini. Par contre, il y a une rotule en bas. Donc, en fait, ça crée une instabilité. À cause de la rotule qui est en bas. On ne peut pas avoir de rotule en bord libre. Je vais du coup rajouter ici une rotule. Pardon, je vais rajouter un appui à l'aide du modélisateur d'appui que je trouve sous éléments. Et je vais prendre l'encastrement. J'essaye alors de relancer le calcul. Et de nouveau me vient un message d'erreur qui me dit qu'un élément structurel peut tourner librement autour de son propre axe. Ces éléments seront sélectionnés. Ok, je vois alors de nouveau que c'est ici. De nouveau, si j'arrive pas à le trouver directement, je peux ici utiliser le petit outil afficher uniquement éléments sélectionnés. Et là, pareil, en fait, ici, je vois que mes rotules, les articulations des deux côtés, ils sont en rouge, en haut et en bas. Rouge, ça veut dire que au moment de la définition de l'élément, dans les paramètres de rotule, je lui dis que c'est une rotule, donc ça peut tourner autour des 3 degrés de liberté, et notamment autour de x. Et ici, j'ai une singularité, donc une instabilité, parce que la barre n'est pas tenue autour de x. C'est-à-dire qu'elle peut tourner autour d'elle-même sans être bloquée. Qu'est-ce que je dois faire pour remédier à ça? Je dois définir ici une articulation autour de y et z, donc en fixant au moins soit en haut, soit en bas la rotation autour de x. Et j'ai alors ici mes rotules qui s'affichent en bleu. Pourquoi il y a ces messages de singularité? En fait, les singularités sont des messages qui s'affichent parce que le programme n'arrive pas à résoudre les équations différentielles dues au fait que la matrice de rigidité a un élément 0, une composante 0, et que du coup, le déterminant est 0 et on ne peut pas inverser la matrice, on ne peut pas diviser par 0 et donc on ne peut pas résoudre les équations. C'est ça la source de toutes ces singularités. J'ai oublié de le dire au début, on a deux types de singularités dans Axis. Les premières, c'est les singularités de modélisation, donc c'est ce qu'on est en train de faire maintenant avec les rotules de bord. Et après, il y a d'autres singularités qu'on va avoir une fois que le modèle est calculé, et que là, ça sera dû au fait qu'il y a des trop grands déplacements et que le modèle ne peut pas trouver de convergence. Alors, j'essaye de relancer mon calcul statique, en espérant que cette fois-ci c'est la bonne. Ah non, encore un. Il y a encore un nœud qui n'a pas de rigidité. De nouveau, je valide et je vais chercher où il est ce nœud. Ici, vu que c'est un nœud, c'est plus difficile à trouver. Donc, je vais utiliser l'outil ici, afficher uniquement éléments sélectionnés en bas à droite. Et je vois que c'est le nœud à droite ici, à l'intersection des deux éléments de treillis. En effet, quand j'ai modélisé mes éléments de treillis, j'avais encore laissé l'option ici, intersection automatique activée, ce qui est bien parce que c'est ce qu'on a besoin pour la plupart des cas. D'ailleurs, le croisement ici de deux contreventements, c'est le seul cas où c'est déconseillé d'utiliser cette option. Du coup, il m'a fait un nœud à l'intersection, ce qui statiquement ne fait pas de sens parce que les deux éléments de treillis ne sont pas censés travailler ensemble. Chaque élément travaille séparément et n'est pas relié statiquement. Et ici, la raison pour laquelle il me donne une instabilité, c'est qu'en fait, ici, ces éléments de treillis peuvent uniquement reprendre des efforts normaux.
Et donc, en fait, ce nœud, il n'a pas de stabilité en dehors du plan du contreventement. C'est-à-dire qu'il peut bouger librement, il pourrait bouger librement horizontalement, ce qui n'est pas possible par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, à la matrice de rigidité, et que ça crée des problèmes lors de la résolution des équations. Qu'est-ce que je vais faire alors pour ça? Je vais utiliser ici l'outil effacer nœud pour effacer cette intersection et pour délier statiquement les deux éléments. Je relance alors mon calcul statique. Ici, en fait, par cette manipulation d'effacer le nœud, il m'a aussi effacé le poids propre. Je peux ici juste lui dire de rajouter le poids propre automatiquement et de continuer mon calcul. Voilà, et hop, là on revient au deuxième set de singularité, d'instabilité que je vous disais tout à l'heure. C'est ces erreurs de singularité qui apparaissent quand j'ai fini mon calcul, vous le connaissez sûrement. Ce sont des erreurs pénibles, parce qu'on a l'impression d'avoir presque fini, en fait, pas non. Il y a encore quelques modifications à faire. Donc j'espère vraiment aujourd'hui pouvoir vous donner quelques astuces pour mieux travailler avec Axis et pour éviter le découragement pour le travail futur. Je valide tout ça. Alors, d'abord, je vais ici mettre l'échelle à 1. Ok. Alors, qu'est-ce que je vois? Alors, je vois qu'il y a des déformations ici, sous le cas de charge donné. Je vois que c'est l'erreur de convergence de la résolution des équations est marquée en rouge parce qu'elle est trop grande. C'est pour ça qu'il m'a donné cette notification comme quoi il y avait une instabilité. Là, comme ça, à vue d'œil, c'est pas possible de trouver, pas vraiment possible de trouver la raison de l'instabilité. Ici, certes, les déformations sont grandes, mais elles ne sont pas affolantes. On voit pas un élément qui s'envole, donc c'est difficile de trouver les instabilités, de trouver la raison des instabilités, et c'est souvent le cas pour des grands modèles. C'est qu'on vraiment, on n'arrive pas à trouver où sont les instabilités, à quoi elles sont dues. C'est pour ça que je vais vous montrer une petite astuce, pour résoudre 95% de tous les problèmes d'instabilité, pour trouver les petites erreurs. Pour cela, je vais aller sous charge. Je vais créer un nouveau cas de charge indépendant qui ne va pas intervenir dans les combinaisons statiques, que j'appelle stabilité. Voilà. Et sur ce cas de charge, ici, je vais appliquer une charge unitaire en chaque nœud du modèle, y compris les nœuds de maillage. C'est la raison pour laquelle je vais afficher ici mon maillage dans les domaines. Et maintenant, en définissant une charge nodale sur tous les nœuds, vous voyez ici, il y a tous les nœuds de maillage qui sont affichés, ainsi que les nœuds de mon modèle que j'avais modélisé moi. Je valide tout ça et je vais définir une charge unitaire en chaque degré de liberté, donc dans les 3 directions des forces et dans les moments. Donc j'ai ici, dans chaque degré de liberté, appliqué une force de 1. Ok. Si j'affiche mes forces, je vois qu'il a bien fait ce que je lui ai demandé. Et je vais maintenant lancer le calcul statique. Et qu'est-ce qu'il va faire maintenant? En fait, en chaque nœud, il va aller venir le solliciter. Et donc, en fait, les déformations vont être très exagérées par rapport à ce que je voyais tout à l'heure. Et je vais espérer voir certains éléments qui s'envolent dû au fait de cette sollicitation de 1. Et je vais pouvoir mieux les identifier. Donc, de nouveau, le projet des conternies singularités, oui, c'est normal parce que c'est une propriété du projet. Hein. C'est pas, j'ai rien changé à la propriété du modèle. Ok. Donc là, de nouveau, je vais afficher mon cas de charge stabilité. Je vais afficher ER et je vais afficher le modèle ici en forme déformée pour le cas stabilité. Je vais dire que c'est un cas déformé. Ok, je vais utiliser cette vue-là et je vais, à l'aide de mon animation, regarder ce qui se passe. Et qu'est-ce qui se passe? Je vois ici que mon élément de treillis, en fait, il tourne autour de lui-même. Il n'est pas tenu.
il n'est pas tenu dans cette direction, il balance, ce qui conduit à des très très fortes déformations en effet. Ici, vous voyez que j'ai des déformations de plusieurs milliers de kilomètres. Je pense que je pourrais aller sur la Lune avec ça, donc voilà, c'est pas vraiment ce que je voulais avoir. En fait, c'est parce que ça tourne autour, il tourne autour de lui-même, cet élément de treillis. Qu'est-ce que je vais faire pour remédier à ça? Bah alors ici, c'est un peu ce qu'on avait déjà tout à l'heure. Ici, c'est articulé. Ici, les deux éléments-là et les deux éléments-là, ils sont articulés. En fait, il faut que je les tienne. Il faut que je change les conditions ici de rotule à la fin de la rotule pour que cet élément treillis soit tenu. Donc, je vais ici, par l'éditeur de propriété, je sélectionne les éléments que je veux changer. OK. Et là, je dis, au lieu de la rotule pour ces deux éléments, je veux un encastrement. Donc, les moments soient transmis pour qu'ils soient tenus. Et je vais faire la même chose ici. Au lieu de mettre une articulation, je vais lui dire que c'est un encastrement en haut. Et je vais en profiter pour faire la même chose pour les deux autres parce que ce sera le même problème, même s'il est moins prononcé. Alors là, pour savoir qu'est-ce que le point de départ, qu'est-ce que le point d'arrivée, je peux montrer l'axe local de la poutre. Et en fait, je vois que le X, il pointe vers le haut. Donc le X, donc le point de départ, c'est le point du bas. Et le point d'arrivée, c'est le point du haut. Donc ici, je change le point du haut. Et je peux de nouveau cacher les axes. Voilà. Alors, j'espère avoir résolu tous mes problèmes de singularité. Et c'est reparti pour un nouveau calcul, en espérant que cette fois-ci soit la bonne. Et ben non, j'ai encore des projets de singularité. Alors cette fois-ci, donc maintenant, tous mes symétries sont bien tenues, j'ai pas de déplacement à l'infini jusqu'à la lune de ces éléments de treillis. Par contre, j'ai ici mon mur en haut qui se déplace aussi considérablement, on va dire. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé ici? Donc ici, oui, j'ai une déformation de plusieurs milliers de kilomètres, même voire plus. Qu'est-ce que j'ai quand je vais dans éléments? Ça, c'est quelque chose, c'est vraiment quelque chose typique. C'est qu'en fait, ici, j'ai un mur qui n'est pas tenu horizontalement parce que en bas, ici, c'est des articulations. C'est-à-dire que le mur, il ne retransmet pas de moment, il est articulé en bas et qu'en fait, du coup, bah, forcément, il n'est pas tenu horizontalement et il peut s'envoler. Donc, qu'est-ce que je dois faire ici? Je dois soit stabiliser horizontalement mon mur par un appui ou une dalle, ou une poutre ou quelque chose, ou bien j'efface les rotules en lui disant que c'est un mur encastré. Et voilà, je croyais être sortie, mais non. J'ai encore des singularités. Ici, j'ai regardé où c'est, parce que là, pour le coup, je vois pas très bien. Je vois qu'il y a quand même toujours des déformations qui sont affolantes, on va dire ça comme ça. Et ici, je vois qu'il y a quelque chose qui est en train de s'envoler, ce que je vous disais tout à l'heure. Par contre, je n'arrive pas bien à identifier à quel endroit c'est. Donc, je vais ici regarder dans l'étage. Je crois que voilà, c'est dans l'étage 1. Je peux un peu réduire la déformation. Bien sûr que c'est exagéré. Hein. Et je vais regarder ce qu'il y a avec ce mur-là. A priori, il n'y a rien d'affolant, surtout quand en haut, il est tenu par la dalle. Donc, on n'a pas le même problème que tout à l'heure. Que c'est un mur libre avec des rotules. Par contre, donc en bas ici, j'ai des rotules articulées. Et en haut, c'est un mur qui reprend uniquement des efforts dans son plan et pas hors de son plan. Et en fait, même si statiquement c'est tout à fait possible et concevable, en fait, au niveau des éléments finis, quand on a des zéros ici dans cette direction, il n'est pas du tout tenu et en fait il s'envole complètement. Donc qu'est-ce qu'il faut faire, même si statiquement c'est vraiment ce que je veux, que en fait il transmet pas de moment en dehors de la direction Y qui est la direction hors de son plan. Je vais quand même mettre une petite valeur ici pour le KX et le KZ qui est vraiment négligeable par rapport à la KY, donc il va vraiment rien reprendre hors du plan. Mais au moins j'aurai pas de valeur 0 et j'aurai pas de problème de 0 dans le déterminant de ma matrice de rigidité. Donc, c'est reparti, en espérant que cette fois-ci soit la dernière.
Et voilà, donc bien sûr, il a encore des grandes déformations, c'est normal. Ici, j'ai aussi un cas de charge virtuel. Mais en tout cas, de manière générale, ici, j'ai plus de messages de singularité. Et ici, j'ai des valeurs qui sont très petites. Mon modèle a convergé. Et donc, c'est tip-top. Voilà, je me sens un petit peu comme l'acteur Melchisedec. Bon, bref. Voilà, en tout cas, là, c'est contente. Je suis arrivée au bout de mon calcul et je peux maintenant procéder à l'évaluation des résultats. Juste petite astuce pour ceux qui ont utilisé cette méthode que je viens de montrer. Ici, si je vais sous maillage et que j'efface le maillage, en fait, il me crée plein de petits points noirs qui proviennent du fait qu'en fait, dans le cas de charge là que j'ai créé, donc là, il n'y a plus de maillage, hein. Il n'y a plus de maillage, mais dans le petit cas de charge que j'ai créé tout à l'heure, en fait, il y a encore les forces qui doivent être appliquées. Donc en fait, il me fait encore tous ces petits points noirs, ce qui, dans la plupart des cas, c'est embêtant. Donc c'est important de d'effacer en fait ce cas de charge avant d'effacer le maillage, ou bien si c'est trop tard, vous pouvez aussi après, par la suite, donc, effacer le cas de charge et après, donc je le fais juste, effacer le cas de charge ici stabilité. Voilà, et après sous géométrie, ici enlever les nœuds intermédiaires pour enlever la varicelle. Ah, c'est avec ça. Ben voilà, ça fait longtemps que je l'ai plus fait. Voilà. Donc c'est avec le balai qu'il fallait effacer les nœuds. Voilà, voilà. Passons maintenant à l'évaluation des résultats. Et ça, c'est encore un troisième type de singularité. Ça, c'est aussi des spécificités qui proviennent du calcul élément fini, parce que le calcul élément fini, en fait, il calcule avec des points, en fait, avec des points, donc il divise les domaines en éléments triangulaires et calcule à des nœuds. Et par exemple, les poutres sont des éléments une dimension calculée en un nœud, en quelques nœuds, et les domaines sont des éléments 2D. Donc en fait, c'est une simplification du modèle, et du coup, on a des spécificités qui apparaissent. Vous allez très bientôt voir pourquoi. Donc là, j'ai le même modèle. Je vais juste isoler la dalle sur Ray. Et ici, en fait, donc ici, j'affiche les résultats MX, donc le moment qui donne de l'armature en X, selon l'axe local X ici. Et je vais regarder maintenant la vue de haut. Ok, et ici j'ai la possibilité d'afficher les isosurfaces en 3D. Voilà, donc j'ai ces petites barres à papa que je vois dans ma dalle. Et avec ici ces effets de pointe. Donc ce que je vous disais, c'est qu'il provient des calculs des éléments finis. C'est-à-dire que la poutre, en fait, elle est calculée uniquement à un point. C'est pour ça que ça donne une grande pointe, parce que tout est concentré à ce point. Mais ce qui en réalité n'est pas le cas, vu que les efforts se répartissent sur toute la section de la colonne. Donc moi, le problème avec ça, c'est que moi, bien sûr, je vais pas dimensionner ma poutre avec cette valeur de pointe qui est beaucoup trop élevée. Et là, je peux utiliser l'outil segment de section pour prendre une valeur, une valeur moyenne, et aplanir ce moment. Alors, je retourne ici en mode isosurface 2D et je vais définir ce segment de section. Voilà, que je vais tracer de là à là, hop, ok. Et là, en fait, donc j'ai mon segment de section ici. Ici, je peux encore mettre la ligne de section pleine pour que ce soit plus joli. Et ici, j'ai encore l'option d'annotation des résultats. Ici, en bas à droite, je peux dire qu'il écrive les valeurs seulement pour le minimax. Donc, c'est ce que vous voyez maintenant. Ou bien aussi mettre les valeurs intermédiaires. Vous voyez ici que, en fait, il existe une fonction pour empêcher le recouvrement des notations. C'est-à-dire qu'en fait, tous les résultats sont toujours visibles. C'est pour ça, quand je dézoome, il y a de moins en moins de valeurs qui apparaissent pour qu'on puisse mieux les lire. Si ça vous embête, vous pouvez ici aller dans les options d'affichage, sous les lunettes, et ici, cocher l'option empêcher le recoupement d'annotation. Et donc là, vous voyez, il n'y a pas l'algorithme pour faire ça. Et donc, en fait, vous voyez tous les résultats, et même en dézoomant, vous avez les résultats.
Souvent, c'est dans le sens inverse. Souvent, c'est que c'est pas activé et qu'après, en fait, on n'arrive pas à voir. Mais en tout cas, vous savez qu'elle existe, cette option. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Moi, j'ai ici cette valeur-là et on va dire ma poutre, en fait, je veux lisser, on va dire, ce diagramme sur une largeur d'à peu près 2 mètres, 1 mètre de part et d'autre de la poutre qui descend ici. Donc en fait, je ne vais pas prendre les valeurs de 110, mais je veux prendre quelque chose qui est entre les 46 kN là, par exemple, et là. Donc avoir une fois cette valeur, en fait, cette résultante qui est répartie en fait sur une largeur de 2 mètres, parce que je pars du principe que c'est plus réaliste sur le chantier, enfin dans la réalité, dans la structure. Je peux faire ça ici à la main, mais moi je préfère faire ça avec un nouveau segment de section. Donc je vais aller ici, définir un nouveau segment de section que j'appelle B. Et donc là, je place l'origine relative ici. Je dis Y-1, il commence à -1. Et il va jusqu'à 2. Voilà. Et en fait, ici, en affichant l'option diagramme plus moyenne, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai alors ici le petit diagramme qui a été dessiné uniquement sur la largeur que je lui ai donnée, donc c'est la largeur de 2 mètres. Et je vois la valeur moyenne de cette répartition, donc c'est les 76 kN par mètre linéaire qui me sont donnés. Et je vois que c'est sur une longueur de 2 mètres. Et donc en fait, j'ai une très bonne valeur moyenne qui est beaucoup plus faible que celle de 110 que j'avais pour la pointe. Ici, je voulais encore vous montrer. J'ai encore ici la possibilité de tracer le diagramme dans le plan de la dalle pour avoir quelque chose de plan. Voilà, donc ça c'est une option aussi qui peut être très pratique. Et encore pour vous montrer une autre option. Donc là, ça va être, je retourne ici en mode isosurface 2D en désactivant les valeurs. OK. Et là, je vais définir un segment de section dans l'autre direction, dans une autre direction, une troisième direction. C'est une autre manière d'aplanir des valeurs. Et donc là, je vais dire C, je veux qu'il passe au-dessus de celle-là, donc je vais définir l'origine relative sur ce point-là, et je fixe la coordonnée Y avec Alt Y, et je vois qu'en bas, à droite, dans ma fenêtre de coordonnées relatives, mon Y, il est fixé. Donc je vois ici que ma souris elle est fixée, hein, je suis toujours sur la même Y. Option super pratique, vraiment super pratique pour la modélisation en particulier. Et donc là, j'ai mon diagramme, comme je l'avais déjà montré tout à l'heure. Et ici, j'ai encore l'option diagramme avec épaisseur de segment. Et ici, en fait, qu'est-ce que ça permet? Ça permet en fait d'aplanir. En fait, il fait la moyenne entre les segments qu'il y a à côté. Donc là, vous voyez, j'ai à 106 kN/m. Et en fait, là, en lui disant de faire une moyenne avec la bande qui a une bande de 1 mètre de part et d'autre de ce segment, la valeur est carrément diminuée. Qu'est-ce qu'il a fait en fait? Il a fait un segment de section là au milieu où je l'avais dit, il en a fait un à droite et un à gauche, à 1 mètre, et en fait il a fait une moyenne, ce qui fait que c'est pas une intégrale, c'est une moyenne, attention. L'intégrale c'est avec la bande virtuelle, ici c'est un segment de section donc c'est une moyenne, et ici il aplanit le moment, ce qui peut être super pratique aussi. Encore une dernière option que je voulais vous montrer. Ici, c'est l'option, par exemple, si j'ai le EX, je peux, avec ici l'outil ici, valeur minimum maximum, je peux lui demander de me montrer les extrémités du projet, enfin du modèle, en X par exemple. Et donc là, je vois ici que ça s'est affiché, je vois que c'est la poutre 91. Ok, je valide. Et par la suite, je peux encore aller la chercher ici avec la lampe de poche à gauche, la trouver et lui dire montre-moi la poutre 91 et sélectionne-la. C'est pour ça que j'ai coché cette case, valider et je vois qu'elle est là. Donc cet outil-là, ou moi aussi que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, permet aussi de trouver rapidement les valeurs maximum, les valeurs extrêmes. Voilà,
On est déjà arrivé à la fin de ce webinaire. J'espère avoir pu vous donner des trucs et astuces pour mieux travailler avec Axis. Je suis sûre qu'il y aura plein de questions qui vont surgir dans les prochaines semaines ou mois. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse email ou sur le numéro de téléphone ci-dessous. Nous serons ravis de vous aider. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.